Et voilà, bonjour les amis, bienvenue dans le grenier de l'écho. Je suis en train d'autofoquer évidemment comme d'habitude, je vais faire mon apparition et cette semaine plusieurs nouveautés dans ce JT de l'écho. Tout d'abord j'ai débranché mes écrans du bas, donc normalement comme j'ai compris que c'était ça qui devait faire un son qui embêtait et qui gênait certains d'entre vous, parce qu'effectivement le ventilateur se met en marche régulièrement parce qu'il est fatigué ce vieil ordinateur, donc je l'ai éteint. Voilà, donc je l'ai éteint, donc normalement on ne devrait pas avoir de bruit intempestif dans ce JT du grenier. Il fait pas très chaud cette semaine, donc j'ai gardé mon petit gilet et ma petite laine. Voilà. Normal, dans les greniers, ça prend l'air. On va pas parler d'or, quoique. Nous allons parler d'immobilier aujourd'hui. On va parler d'immobilier parce qu'il se passe plein de choses sur le front de l'immobilier. Et on va se poser une question, oui, puis on va y répondre. Surtout, c'est la mutation de tous les dangers. Donc comprendre les effets de la transition écologique et de la transition énergétique sur le secteur immobilier, ça va être un sujet extrêmement prégnant pour les 10 ans qui viennent et ça va concerner les propriétaires, les locataires, ceux qui veulent devenir propriétaires, ceux qui ne veulent plus être propriétaires, ceux qui veulent faire construire, ceux qui veulent déménager, changer de vie. Bref, l'immobilier, c'est évidemment le lieu où on vit, c'est d'ailleurs souvent pas qu'un placement, mais surtout le lieu où nous vivons. C'est donc l'un des placements qui a le plus de ce qu'on appelle la valeur d'usage. Quand vous avez la valeur financière, votre contrat d'assurance vie a une valeur financière, mais il n'a pas de valeur d'usage. Vous en faites rien de votre contrat d'assurance vie. Votre or physique, si vous avez quelques piécettes et quelques Napoléons dans un bas de laine, vous l'avez avec vous, ça a une valeur financière, mais ça n'a aucune valeur d'usage tant que vous n'en faites rien. L'immobilier est l'un des seuls actifs, avec par exemple votre voiture, qui va avoir une valeur financière, mais une valeur d'usage. Voilà, donc ça c'est important de garder ça en tête. Donc évidemment, l'immobilier, c'est quelque chose de fondamental pour l'ensemble des Français et l'ensemble de nos compatriotes, et évidemment. Alors, je vais vous lire une petite citation qui vient, c'est un grand patron qui vient de dire ça, il vient de dire « C'est un constat, le logement neuf n'est pas dans le scope du gouvernement. Socialement, politiquement, c'est une erreur de ne pas penser à permettre aux gens à revenus modestes de se loger, mais nous n'allons pas en permanence attendre que le ciel nous aide pour nous aider nous-mêmes. » Ah, qui a dit ça ? Eh bien, c'est Alain Dinin, le président de Nexity, l'un des plus gros promoteurs privés de notre pays. Vous avez sa petite photo ici et la binette du monsieur et du mamamouchi concerné. Et donc, dans cette phrase, ce qui est important, c'est le tout début, c'est pas le blabla qui a la suite. C'est un constat, le logement neuf n'est pas dans le scope du gouvernement. Et moi, je vais rajouter une petite précision qui est très utile à ce niveau-là de l'information que je veux partager avec vous et de ces réflexions de fond que je veux partager avec vous parce qu'elles vont encore une fois impacter les décisions que vous allez être amenés à prendre en tant qu'agent économique. Et donc, c'est un constat, le logement neuf n'est pas dans le scope du gouvernement actuel. Et moi, je rajoute « et des autres ». Quel qu'il soit, droite, gauche, centre, Front National, Front de gauche, tout ce que vous voulez, le logement neuf sera dans le scope d'aucun des gouvernements présents, actuels et futurs. Et c'est ce que je veux essayer de vous démontrer. Encore une fois, pas de vérité intangible, mais en tout cas, une petite intuition et une analyse que je souhaite évidemment soumettre à la sagacité de chacune et chacun de vous. Alors, Alain Dinin, dans cette interview, il va dire plein d'autres choses sur quel modèle économique pour un promoteur comme Nexity, comment continuer à gagner de l'argent dans un contexte plus compliqué pour les promoteurs privés parce qu'a priori le logement neuf ne serait plus dans le scope de ce gouvernement. Alors, il évoque des pistes comme ça. Je fais un petit florilège et moi j'ai adoré, j'ai bien rigolé. Donc, des mini-bureaux avec un réseau composé de tiers-lieux situés à une distance douce du domicile. Oh, ça fleure bon le politiquement correct et le boboïsme à souhait. Des tiers-lieux situés à une distance douce du domicile. Alors, je vous traduis, c'est des espaces partagés situés pas loin de chez vous.
hein. Donc voilà, par exemple, un bureau dans lequel vous pourriez aller travailler sans avoir pour votre société dont le siège social est situé à 80 km, mais vous vous arrêterez au 20e kilomètre, donc moins loin de chez vous parce que vous aurez un bureau relais, quoi. Bon, voilà. Alors les mini-bureaux, réseaux composés de tiers-lieux situés à distance 12 du domicile, oui, ok, à voir, ça va pas concerner grand monde en réalité, donc c'est un petit peu venteux tout cela. Mais ça ne s'arrête pas là, il va plus loin, Monsieur Dinin, le président visionnaire du plus grand promoteur français ou presque. Ticket bureau, comme le ticket restaurant pour les repas, le ticket bureau permettrait aux employeurs de subventionner leurs collaborateurs pour un temps d'usage dans un tiers-lieu. Tiers-lieu évidemment situé à une distance douce du domicile du salarié. Donc c'est génial, c'est super. Vous allez vous rendre dans votre bureau avec votre ticket bureau, puis évidemment en plus vous allez payer. Alors l'histoire, la petite histoire ne dit pas si vous allez payer la moitié de la location de votre bureau. Vous savez, comme les tickets resto, il y a la moitié, enfin l'employeur en prend une partie en charge et puis le salarié une autre. Et donc tout de suite, ma chère et tendre épouse m'a glissé dans l'oreille, ah ben dis donc, si on a le même fonctionnement sur le ticket bureau que sur le ticket resto, on va se retrouver à devoir payer la moitié de notre bureau. Alors bon, sa remarque, à mon avis, elle était frappée au coin du bon sens. C'est normal, c'est ma femme. Le développement des mobilités douces. Ah, ça c'est beau. Agrandir l'intégralité de nos locaux à vélo, les équiper et développer les bornes de recharge pour vélo électrique. Une mobilité douce. Alors, une mobilité douce, c'est pour vous dire que vous avez intérêt d'arrêter de fumer et de vite vous mettre au sport. Bon, pas dans les salles de sport actuellement parce qu'on va vous les fermer, hein. Donc moi je vous propose d'aller vous entraîner à faire un peu de bicyclette parce que a priori la mobilité douce et le grand projet qu'on a pour vous, c'est évidemment le développement du vélo, hein. Donc demain tous Chinois, enfin non pardon, pendant que les Chinois se mettent à rouler en voiture électrique, nous on va plutôt faire comme les Pays-Bas, on va se mettre à rouler en vélo, mais on n'a pas tout à fait la même géographie ni la même... Vous voyez, le genre de même dénivelé. Bon, bah écoutez, et puis c'est chouette. Moi, je m'imagine déjà transportant dans mon vélo avec une petite carriole mes 3 gosses ainsi que le plein de courses au supermarché. Ça va être extraordinaire. Donc, retenez les tiers-lieux à distance douce, les tickets bureaux et les mobilités douces à base de vélo. Et donc, le grand projet pour moderniser le modèle économique des promoteurs immobiliers et des constructions neuves, c'est d'agrandir les garages à vélo et d'y mettre des prises électriques pour que toi, il y en a pouvoir recharger ta batterie. Ok, super, vous l'aurez compris, ça ne fait pas évidemment un modèle économique et tout ça, c'est du blabla, c'est du vent. Le véritable enjeu dans tout ça, en fait, c'est la transition écologique et énergétique appliquée à l'immobilier. Et c'est là que les choses deviennent réellement et fondamentalement intéressantes et je voulais partager avec vous un certain nombre de chiffres. Alors, partez pas, je sais, dès qu'on parle chiffres, ça peut affoler, mais là c'est très simple. C'est très simple et pas simpliste, mais très simple. Et ce sont des chiffres, des ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête parce que ça évidemment permet de comprendre la situation. Au 1er janvier 2019, ce sont des chiffres de l'INSEE, vous pouvez taper chiffre de l'immobilier, combien il y a de maisons en France, enfin combien il y a de logements en France, INSEE, vous allez tomber sur votre meilleur ami, votre meilleur moteur de recherche sur ce document de l'INSEE qui vous dit quoi? Il vous dit que nous avions 36,6 millions de logements. Alors, on est en 2020, je ne sais pas ce qu'on a construit, puis on s'en fiche un peu en fait. En gros, l'ordre de grandeur, c'est qu'on a entre 36 et 37 millions de logements dans notre pays. Entre 36 et 37 millions de logements dans notre pays. C'est ce qu'on a construit, ça, depuis... je sais pas moi, depuis la nuit des temps en fait. C'est notre stock de logements. Et ce stock de logements, quand je regarde certaines vieilles villes, allez, au hasard, prenons Paris avec les immeubles haussmanniens, vous voyez bien que nous avons des habitats qui ne datent pas d'hier. Quand je prends ma petite ville normande, j'ai des maisons qui datent de 1500 et quelques en colombage. Et donc évidemment, nous avons de vieilles maisons dans les centres historiques. Donc nous avons ce stock de vieilles maisons, de maisons plus récentes, de maisons d'après-guerre, de maisons de la reconstruction. Alors quand je dis maison, c'est immeuble, etc. Eh bien ça forme un stock de entre 36 et 37 millions de logements, 36,6 millions pour l'INSEE. 82% de ces logements sont des résidences principales.
82% de ces logements sont des résidences principales, 56% sont des logements individuels, c'est-à-dire des pavillons et des maisons qui peuvent être mitoyennes, pas mitoyennes, mais ce sont des logements individuels, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des immeubles pour plus de la moitié de notre stock de logements. 16% des résidences principales sont situées dans l'unité urbaine de Paris, comprenez l'Île-de-France, donc 16% de l'ensemble de ces logements, c'est l'Île-de-France. Enfin, c'est l'aire urbaine de Paris, l'unité urbaine de Paris, c'est un petit peu plus petit que l'Île-de-France. 39% des résidences secondaires sont dans des communes rurales, donc l'écrasante majorité, évidemment, des résidences secondaires, des maisons de campagne sont situées, attention, roulement de tambour, tenez-vous bien, à la campagne. Mais je pense que vous aviez suivi, 58% des ménages sont propriétaires, 58% des ménages sont propriétaires, un peu plus de la moitié. Et nous avons réussi, et ça je crois que c'est le chiffre sans doute le plus important avec le premier, et donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en dernier sur cette diapo, 11 millions de logements ont été construits dans les 35 dernières années. En 35 ans, nous avons construit 11 millions de nouveaux logements. Et donc pour loger tout notre petit monde, quand même on peut se serrer, s'entasser, tout ce qu'on veut, mais enfin, nous avons besoin de nos 36 millions de logements. Et nous avons construit 11 millions de logements supplémentaires en 35 ans. Comment voulez-vous reloger rapidement 75 millions de Français dans des habitats BBC 9 écolo, super tip-top, à énergie positive? C'est les normes RT 2020 qui viennent remplacer les normes RT 2012. Alors RT 2012, pour faire court, c'était les maisons BBC, donc basse consommation, et la RT 2020, qui est la nouvelle norme de construction, qui va rentrer en vigueur, non pas en 2020 comme son nom l'indique, mais en 2021 au mieux, comme son nom ne le dit pas, eh bien ce sont les bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire que votre maison neuve va devoir produire plus d'énergie qu'elle ne va en consommer. Alors peu importe si elle autoconsomme, si elle revend, si vous utilisez, si vous n'utilisez pas, mais ça va d'ailleurs une norme qui est assez intéressante, et je la détaille dans le dossier stratégie là-dessus, parce que c'est une norme qui vous laisse plus de liberté dans la construction que ce que pouvait vous donner la RT 2012, qui elle, vous balisait tout en vous disant il faut tel type de matériaux, faut isoler comme ci, faut isoler comme ça, et vous ne pouviez pas sortir de ce carcan. Or, pour avoir un bâtiment vraiment intelligent et vraiment à énergie positive, bah évidemment, il faut laisser, en fonction des territoires, des endroits, des lieux, des contraintes, il faut laisser beaucoup plus de liberté pour assembler des briques techniques pour obtenir à la fin un résultat et non pas une norme bête et méchante. Donc ce qui se pose comme question sur l'immobilier et sur le logement, c'est comment fait-on pour réduire l'empreinte environnementale de nos logements? Et ça, c'est une véritable question. Et donc cette question, quand on y répond, elle amène à remettre en cause le neuf. Pourquoi elle amène à remettre en cause le neuf? Pour une raison évidente. Vous avez aujourd'hui 36 millions de logements. Peu importe leur état, ça va de super bêta à état complètement moisi, mais vous avez un stock de 36 millions de logements. Ces 36 millions de logements, ils ont un mérite, c'est d'être existants et d'être déjà construits. Donc pour construire ces 36 millions de logements, vous n'avez pas besoin de faire venir des camions toupies remplis de béton pesant 40 tonnes. Je ne sais pas si ça pèse 40 tonnes quand il y a le béton dedans, mais enfin vous comprenez l'idée, ça doit être limité quand même à 30-35 tonnes, quelque chose comme ça, mais enfin bon, vous voyez l'idée. Vous n'avez pas besoin de faire traverser des matériaux la France entière, le monde entier, etc. etc. Donc en réalité, quand vous partez de rien et que vous construisez, l'empreinte écologique d'une construction neuve est par définition infiniment plus importante que l'empreinte écologique de la rénovation d'une habitation déjà existante. C'est facilement compréhensible. Autre élément, pour construire du neuf, vous êtes obligé de faire ce que l'on appelle de l'étalement urbain ou de l'artificialisation de sol. En clair, vous créez un lotissement, vous créez des immeubles ou des îlots d'immeubles, peu importe, de plus en plus loin, puisque les centres-villes sont par essence, globalement, maintenant complètement construits. Alors de temps en temps, on y trouve un petit lopin de terre sur lequel on arrive encore à glisser un petit truc, mais globalement, les centres-villes sont construits partout en France et en Navarre, et donc,
quand on fait des constructions neuves, on s'éloigne de plus en plus. Et ça pose plusieurs problèmes, évidemment. D'abord, l'étalement urbain. L'étalement urbain, c'est un problème de transport, d'accès au transport. Et donc, plus on est nombreux à être de plus en plus loin, plus c'est compliqué de nous faire venir autrement par voiture. Or, nous allons devoir nous passer de la voiture. Souvenez-vous, mobilité douce, le vélo et votre petite prise électrique pour recharger la batterie du vélo électrique. Donc ça, ce sera au mieux globalement. Bon, donc c'est demain tout le monde en scooter électrique. Donc, si vous voulez, ça c'est le premier problème. Le second problème, il est évidemment purement de dépenses énergétiques. On dépense plus d'énergie à construire une nouvelle maison qu'à en réparer une. Donc si vous prenez l'ensemble de ces problèmes-là, eh bien vous n'avez pas un bilan positif à l'égard du neuf. Et donc ça vous ne le voyez pas, mais enfin si pareil, si vous allez... C'est écrit trop petit. Si vous allez sur votre meilleur ami de moteur de recherche, le meilleur ami, et que vous tapez menace sur le neuf avec la fin du PTZ ou fin du Pinel, vous allez découvrir énormément d'articles sur la réforme du PTZ, la réforme de la défiscalisation Pinel. Donc le PTZ, c'est le prêt à taux zéro, le Pinel, c'est un dispositif de défiscalisation quand vous achetez dans un appartement, dans un immeuble neuf. Vous avez un certain nombre d'engagements sur le montant du loyer maximum auquel vous vous engagez à louer, etc., etc., puis la durée sur laquelle vous louez. Et donc, vous allez défiscaliser 20% globalement au mieux, enfin, moins de 20%, mais entre, allez, on va dire 9 et 20% du montant de votre achat, vous allez le déduire de vos impôts en le divisant sur un certain nombre d'années, on va dire 9 ans. Voilà. Et donc, ça, le gouvernement voulait l'arrêter fin 2020. Finalement, ce sera prolongé le Pinel en 2021, et puis même peut-être après. Mais le gouvernement, si le gouvernement compte bien prolonger ces deux aides, il envisagerait aussi de revoir leur fonctionnement afin notamment de répondre aux objectifs publics de lutte contre l'artificialisation des sols. En clair, contre l'étalement urbain. Le Pinel va se réduire progressivement comme peau de chagrin. En réalité, ce qu'on peut anticiper, c'est nous vivons peut-être un peu les derniers programmes neufs en défiscalisation et on va migrer sur de la défiscalisation, donc du Pinel on passe aux deux Normandie et on va plutôt migrer vers la défiscalisation de la rénovation et le financement de la rénovation. Alors en termes macroéconomiques, migrer de la construction du neuf vers la rénovation des bâtiments existants, c'est plutôt positif pour l'emploi puisqu'il faut beaucoup plus de gens pour rénover le parc actuel que de gens nécessaires pour construire 200 ou 300 000 nouveaux logements par an. Donc c'est beaucoup plus intéressant en termes d'emploi de migrer massivement vers la rénovation de notre stock existant de logements. Évidemment, en revanche, c'est pas très sympathique pour l'avenir des promoteurs qui risquent de broyer un peu du noir dans les années qui viennent, tout simplement parce qu'ils n'auront plus la possibilité de construire dans les mêmes proportions, donc de gagner autant d'argent. Alors ça, on le voit bien, là, c'est une copie d'écran de la Banque des Territoires, c'est une émanation de la Caisse des dépôts et consignations, ça s'appelle Action Cœur de Ville, la rénovation des centres urbains. Et ça, c'est sur le ministère de la Cohésion et des Territoires, et c'est Action Cœur de Ville, et c'est 222 territoires bénéficiaires, et c'est la rénovation, avec la possibilité de défiscaliser sa rénovation dans des villes petites et moyennes. Alors, par exemple, en Normandie, on parle de la ville de Lisieux. Donc, Lisieux, c'est une ville de 30 000 habitants. Donc, on parle d'une petite ville. Et donc, vous pouvez regarder et consulter vous avez Bayonne, vous avez Foix, enfin voilà, vous avez beaucoup de petites villes de province, nos petites villes, qui donc bénéficient de cet immense avantage fiscal à accorder à la rénovation. Quand vous achetez de l'ancien, vous pouvez non seulement déduire vos travaux, mais en plus amortir amortir votre achat en déduisant de vos impôts. Donc c'est extrêmement intéressant. On en parle peu, mais ça va être une des tendances lourdes. Donc la fiscalité immobilière va changer. Les avantages fiscaux vont migrer du neuf vers l'ancien, du neuf à construire vers l'ancien à rénover. Et donc on peut voir
voir comme ça un certain nombre de grandes tendances émerger, parce que de toute façon, nous n'allons pas pouvoir forcément financer les deux, sauf si on continue à faire les dettes que nous faisons aujourd'hui, mais enfin, ça finira par avoir une limite. Et puis, il va bien falloir loger les gens. Les gens sont déjà logés, on ne va pas pouvoir tous les déménager dans des trucs neufs qu'on va mettre à perpète les oies. Donc évidemment, il va falloir rénover massivement notre immobilier, et donc c'est aussi MaPrimeRénov' qui arrive avec un mécanisme et 2 milliards d'euros pour aider les gens à rénover leur logement. Alors que retenir? Que construire du neuf, c'est beaucoup plus polluant que rénover de l'ancien. C'est assez logique. Que notre stock de logements est de 36 millions et que nous avons construit 11 millions de logements en 35 ans et que la transition énergétique, elle ne peut pas passer par la construction d'immobilier neuf. Favoriser la rénovation de l'ancien et moins financer le neuf, c'est évidemment la logique à laquelle nous arrivons. L'étalement urbain est un véritable problème environnemental et les nouveaux terrains, par définition, sont éloignés des centres-villes et donc nécessitent une offre de transport qui est soit très coûteuse, soit très polluante à mettre en place. Et donc évidemment, il faut essayer d'utiliser le maillage existant pour optimiser notre transition écologique et énergétique sur notre habitat. Et évidemment, ça c'est la conclusion ultime. Vous voyez bien qu'avec le programme Cœur de Ville, on commence à rentrer dans une logique de réaménagement du territoire, de réappropriation de notre territoire, de réappropriation de nos lieux de vie ancestraux. Et souvenez-vous, c'est que notre maillage territorial était par définition issu d'une période où nous n'avions pas de transport facile puisqu'on se déplaçait en calèche. Et donc c'était l'hippomobile, d'accord? Donc le train à vapeur est arrivé assez tardivement et notre organisation territoriale, on va dire héritée de manière moderne de l'époque de Napoléon, elle était déjà là, déjà existante. Et quelle est cette organisation? Eh bien, vous avez les hameaux, puis après les hameaux, vous avez les villages, puis après les villages, vous avez les petites villes. Et donc, ça a donné les préfectures, les sous-préfectures. Et donc, ce maillage territorial nous permettait une résilience par définition, mais également des circuits courts. Et donc, logiquement, compte tenu du fait que nous allons avoir des problèmes pour financer en termes énergétiques nos transports, eh bien, il est logique de revenir à un maillage plus serré du territoire et donc de réoccuper ce territoire comme nous le faisions avant. Et donc les très grandes villes, les immenses villes, les grands lotissements périurbains très éloignés ne sont pas forcément les meilleurs endroits, à mon sens, où il faut aujourd'hui investir. Et si on veut suivre la tendance, pour vous livrer un conseil, à mon sens, assez précieux, c'est que nous avons intérêt plutôt à suivre le mouvement. Et le mouvement, il est évidemment la rénovation des cœurs de ville, de nos villes moyennes, petites et moyennes. Et donc, que retenir encore une fois de tout ça? Eh bien, ça, vous le trouverez dans le dossier stratégie de toute fin septembre, début octobre, que je suis en train de finaliser sur ce sujet, intitulé Immobilier, le choc de la transition écologique et énergétique sur l'immobilier, qui va recevoir ce choc en pleine figure. Ça va fondamentalement changer nos usages immobiliers d'une manière considérable. Et donc, c'est maintenant qu'il faut avoir, avant tout le monde et avant que la prise de conscience soit générale, c'est maintenant qu'il y a des arbitrages immobiliers à faire et des prises de position à faire pour ceux qui ont un patrimoine immobilier. Et donc là, il faut faire un tout petit peu de prospective et regarder ce qui arrive, essayer de bien le comprendre. Alors, moins de neuf, plus de rénovation, c'est évidemment un des thèmes que j'aborde longuement. Les évolutions fiscales, les évolutions normatives, on parle ici de la RT 2020, de ce qu'elle implique. Faut-il acheter des foncières et des SCPI? Et donc, de manière générale, quel est l'avenir pour la pierre-papier? Puisque beaucoup d'épargnants dans leur gestion patrimoniale sont détenteurs de pierre-papier. Faut-il acheter du neuf? Faut-il acheter de l'ancien? Faut-il encore acheter du neuf ou faudra-t-il attendre? Voilà des questions auxquelles je réponds. Faut-il vendre la grande ville et acheter les petites villes?
Et là, je vous ai déjà partagé un élément et quelques éléments de réponse. Et enfin, l'avenir des touristes, des logements de tourisme, les meublés, cas spécifique des maisons à la mer, à la campagne, à la montagne, quel changement et quelle perspective, plus plein d'autres sujets connexes que je détaille dans ce dossier que vous pourrez télécharger dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner. Mais j'insiste sur le fait que les changements sont majeurs et que pour le secteur immobilier, comme pour le secteur du transport par exemple, et vous voyez à quel point les transports avec l'automobile ou avec évidemment le transport aérien sont touchés de plein fouet, non seulement par la pandémie, mais surtout par des changements d'usage majeurs et par la transition écologique et énergétique. L'immobilier n'y échappera pas, vous n'en entendez quasiment jamais parler, et pourtant ça va être phénoménalement fort et puissant sur l'un des secteurs économiques les plus importants de l'économie. L'immobilier, c'est fondamental dans l'économie, mais c'est aussi fondamental dans la vie des gens. Donc ça va être quelque chose d'extrêmement impactant, puisque ça va toucher la manière dont vous vivez, la manière dont on va vous demander de vivre, et la manière parfois que l'on va vous imposer pour vivre. Voilà, donc c'est tout ça que je vais expliquer et que j'explique dans ce dossier que vous pourrez lire dans les prochains jours. Si cette vidéo vous a plu, eh bien vous me mettez mon doigt bleu, mon doigt de schtroumpf. Évidemment, vous la partagez sans modération, vous la commentez en bas. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur mon site internet insolentiae.com/boutique si vous voulez vous abonner au dossier aux lettres stratégie, pas /boutique, et directement sur le site et sur la page d'accueil, un tout petit peu en bas sur le côté droit, si vous voulez vous inscrire à la lettre d'information quotidienne et gratuite. Et puis évidemment, abonnez-vous sans modération à cette chaîne du Grenier de l'Écho. Je vous laisse mes amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT en direct de mon grenier. À bientôt, prenez bien soin de vous, à la semaine prochaine. Salut les amis, merci.